Bonjour et bienvenue dans le chapitre 12 de votre livre intitulé Mouvement dans un champ uniforme. Dans ce chapitre, nous allons commencer par voir deux champs uniformes, le champ de pesanteur et le champ électrique. Nous traiterons ensuite des mouvements dans ces champs uniformes à l'aide de la deuxième loi de Newton, qui nous permettra de trouver les équations horaires du mouvement et l'équation de la trajectoire. Nous terminerons par parler d'énergie et de l'accélération d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Premièrement, des champs uniformes. La Terre, du fait de sa masse, exerce une influence autour d'elle sur tous les corps qui possèdent une masse. Pour traduire cette influence, ou l'attraction qu'elle exerce sur les corps placés dans son entourage, on utilise en physique la notion de champ de gravitation que nous assimilerons en première approximation au champ de pesanteur. Dans une région de l'espace de faible dimension, de l'ordre du kilomètre, on peut considérer que le champ de pesanteur de la Terre, noté vecteur G, est constant. Il garde ainsi la même direction, le même sens et la même valeur qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré à Paris. Cela signifie qu'un corps de masse 1 kg sera attiré vers le sol avec un poids de 9,81 newtons. On peut aussi dire que lâché sans vitesse initiale du haut de la tour Eiffel ou à proximité directe du sol, un corps subira une accélération de 9,81 mètres par seconde au carré si on néglige les forces de frottement. Entre les deux plaques d'un condensateur plan, chargé électriquement, il règne un champ électrique qu'on va noter vecteur E et qui est uniforme dans le cas d'un condensateur qui est plan. Ce champ électrique caractérise l'influence des charges électriques qui sont réparties sur les deux armatures ou deux plaques du condensateur. Une plaque est chargée positivement et l'autre est chargée négativement. Les charges sont opposées. Le champ électrique qui règne à l'intérieur du condensateur est perpendiculaire aux plaques et il est orienté de la plaque positive vers la plaque négative, et sa valeur est liée à la tension électrique qui règne à l'intérieur des deux plaques, ou à l'intérieur du condensateur, et à la distance qui sépare les deux armatures. La norme de E est égale à la valeur absolue de la tension divisée par la distance, si bien que E est d'autant plus grand que la tension est grande, ou que la distance, comme il est au dénominateur, donc la distance est petite. Une particule chargée, placée à l'intérieur du condensateur, va subir une force électrique qui dépend à la fois de ce champ et de la charge électrique de cette particule. Deuxième paragraphe, le mouvement dans un champ uniforme. Alors nous allons voir comment établir les équations horaires du mouvement, soit dans le cas d'un projectile de masse m qui est envoyé au départ avec une vitesse v0 dans un champ de pesanteur g qui est uniforme, ou soit dans le cas d'une particule de charge électrique q et de masse m qui est placée dans un champ électrique E uniforme et sans vitesse initiale. Dans les deux cas, que ce soit le projectile ou la charge, elles sont placées au départ à l'origine du repère à t égale à 0. Alors étudions le cas du projectile. Tout d'abord, si on fait le bilan des forces, on néglige les forces de frottement, le projectile n'est soumis qu'à son poids, vecteur P, qui est égal à m fois le vecteur G. On écrit la deuxième loi de Newton, donc je rappelle, somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du système par son accélération. Il n'y a qu'une seule force, c'est le vecteur P. Donc on peut écrire que P est égal à m fois A, ou encore que m fois G est égal à ma, et après simplification par la masse, on trouve que vecteur A est égal au vecteur G. Le projectile subit une accélération qui est égale au vecteur champ de pesanteur. Alors on va maintenant exprimer G en fonction de ses coordonnées en X et en Y. Le vecteur G étant vertical, il n'a pas de composante horizontale, donc on peut écrire que c'est égal à 0. Et puis sur l'axe des ordonnées Y, on peut écrire que le vecteur G a pour composante moins G. Pourquoi un moins? Parce que on voit que le vecteur G est orienté vers le bas, alors que l'axe des ordonnées est orienté vers le haut. Donc on peut écrire que la coordonnée de l'accélération en X est égale à 0, et la coordonnée en Y de l'accélération est égale
à moins g. On se souvient que l'accélération, vecteur accélération, est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, si bien que les coordonnées du vecteur vitesse peuvent être obtenues en recherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur accélération. Par exemple, pour la coordonnée ax égale à 0, la fonction primitive correspondante est vx est égale à une constante, par exemple c1. Pour la coordonnée ay est égale à moins g, la fonction primitive correspondante est moins gt, vy égale moins gt plus une autre constante qu'on peut noter c2. Les constantes d'intégration, C1 et C2, qui sont apparues dans les primitives, sont déterminées à l'aide des conditions initiales. Ce sont les coordonnées du vecteur vitesse à t égale à 0. En x, la coordonnée à t égale à 0 du vecteur vitesse, donc si je projette le vecteur v0 sur l'axe des x, eh bien c'est égal à v0 cosinus alpha. Et si je fais la même chose en y, je projette le vecteur v0 sur l'axe des ordonnées, eh bien sa coordonnée c'est vy est égal à v0 sinus alpha. Si bien que on peut écrire que la constante en x qu'on avait appelé C1, eh bien c'est égal à V0 cosinus alpha, et puis la constante C2, c'est égal à V0 sinus alpha. Il reste que Vx de t est égal à V0 cos alpha, Vy de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Le vecteur vitesse V de t est égal à la dérivée du vecteur position OM de t par rapport au temps. Si bien que les coordonnées du vecteur position peuvent être obtenues en recherchant les primitives par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Là encore, des constantes d'intégration apparaissent dans les primitives et on les détermine à l'aide des conditions initiales, et cette fois ce sont les coordonnées du vecteur position à l'instant initial. Le projectile à t égale à 0 est placé à l'origine du repère, si bien que les constantes ici sont égales à 0 et 0. On peut vérifier au passage que si je dérive x de t, donc cette fonction v0 cos alpha t, si je la dérive, je trouve bien v0 cos alpha, et pareil pour la coordonnée donc y de t, si je la dérive, moins 1 demi gt2 plus v0 sinus alpha t, si on dérive par rapport au temps, on peut vérifier qu'on retrouve bien vy de t qui est égal à moins gt plus v0 sinus alpha. Vx de t, Vy de t, x de t et y de t sont ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement, de la vitesse et de la position. Selon le même principe, on peut connaître les équations horaires d'une particule chargée placée dans un champ électrique uniforme vecteur E. La particule est soumise à son poids et à la force électrique F égale à QE, où Q désigne la charge de la particule et E c'est le champ électrique uniforme qui règne à l'intérieur du condensateur. Le poids étant négligeable, si bien que si on applique la deuxième loi de Newton, on va écrire que la force électrique est égale à ma, ou encore que QE est égal à ma, et donc que l'accélération est égale à QE sur m. On recherche les primitives qui satisfont aux conditions initiales. D'abord on trouve Vx de t, et puis, nouvelle primitive, nouvelle condition initiale, on trouve x de t. Pas de coordonnées en y ici. Pourquoi est-ce que la particule a été placée à l'intérieur du condensateur sans vitesse initiale? Autrement dit, la particule ici va se déplacer uniquement le long de l'axe des x, alors que dans le cas du projectile, du fait du vecteur vitesse v0 qui était incliné par rapport à l'axe des x, eh bien le mouvement ici sera plan et on a des composantes à la fois en x et en y. Les équations horaires de la position dans le cas du projectile x de t et y de t vont nous permettre de trouver l'équation de la trajectoire y de x. Alors pour cela, il va falloir isoler le temps t à partir de la première expression. On trouve que t est égal à x sur v0 cos alpha et on injecte l'expression de t dans la deuxième équation, si bien qu'on élimine le temps et en expression de y en fonction de x, on peut noter y de x qui est de la forme ax au carré plus bx qui correspond à l'équation d'une parabole. La trajectoire du projectile qui a été lancé au départ avec le
vecteur vitesse V0 est à l'origine du repère, et donc une trajectoire qui est parabolique et plane, le plan du mouvement est ce qu'on appelle le plan de tir qui est défini par le vecteur vitesse initiale V0 et le vecteur champ de pesanteur vecteur G.